Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette série de rencontres qui sont organisées dans le cadre de la campagne de solidarité innovante au Maroc, lancée en étroite collaboration entre la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Seidel. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Naïma Chikhaoui. Bonjour, Madame Chikhaoui. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, vous êtes également enseignante au sein de l'INSAP au Maroc. Et nous allons ensemble essayer de parler entre nous de la motivation des donateurs. Et avant de vous poser ma première question sur la motivation des donateurs, j'aimerais d'abord vous poser une question sur quelles sont, à votre avis, les tendances majeures que vous observez pour la solidarité au Maroc durant l'année 2022. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Permettez-moi de me parler de ma propre motivation pour parler des motivations des donateurs. Je suis honorée de pouvoir prendre part à cette campagne très intéressante qui, je suis certaine, interpellerait tous les Marocains et les Marocaines de par la question qui est très très importante et qui est au cœur justement de l'actualité, non seulement depuis cette pandémie de la Covid-19, mais qui devient très incessante. Effectivement, si nous voulons parler des motivations des donateurs, justement à l'issue de cette pandémie, combien désolante et combien lourde de conséquences sur tous les plans, autant sur le plan humain que celui économique, que celui sanitaire, bien sûr. Leur motivation a été de toute façon, tout d'abord à mon sens, innervée par ce vécu qui a été international. Il n'est pas local, il n'est pas national, il est international et qui a été un événement qui a suscité ce que nous pourrons appeler le doute humain. Douter de tout, une stabilité renvoie à des instabilités, une force renvoie à des vulnérabilités, une puissance interpelle aussi de l'impuissance. Donc je crois que quelque part, il y a un point commun qui est de l'ordre de cet humain, de façon générale, qui a pris conscience que rien n'est stable et que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, être concernés par le collectif, par le commun. Donc le commun, c'est réellement l'élément référentiel de toute action solidaire telle qu'elle soit. Bien sûr, elle prend différentes formes. Elle peut prendre de l'ampleur comme elle peut être assez restreinte dans un contexte donné. Mais ce contexte tout particulièrement a été, je dirais, porteur dans la mesure où, tout d'abord, disons-le directement, au-delà de ce point commun, il y a eu un appel royal, tout d'abord, mais aussi gouvernemental, qui devait faire face justement à des vulnérabilités, à des fragilités, à des menaces qui étaient inédites et qui justement allaient au-delà de ce qui est prévisionnel. Il fallait gérer le quotidien, il fallait gérer l'aléatoire, il fallait gérer surtout les poches et les foyers de grande vulnérabilité. Parce que c'est qui ne pouvait pas faire face, eh bien c'était les plus démunis, les plus fragiles. Et donc, ça d'une part, je parlerai d'une certaine dimension sociale, mais au-delà de ça, nous pouvons aussi, d'une manière autant réaliste que pragmatique, parler des intérêts qui étaient des intérêts économiques très menacés. Donc beaucoup de donateurs se voyaient non seulement ce qui se passait autour d'eux représenter beaucoup de risques pour les autres, mais ils étaient aussi menacés. Et donc je conclus que cette menace commune, à des degrés, à des échelles très différenciées, nous a complètement rapprochés. Et je crois que c'est une leçon tirée que j'espère prendra chemin et qui va justement être un des éléments, on va dire pas une feuille de route, mais un élément guide
pour que ça traverse toutes les activités, toutes les actions, mais aussi toutes les politiques, entre autres publiques et économiques, y compris. Donc ça, c'était les deux éléments. Maintenant, bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas évoquer une certaine tradition de la solidarité qui est ancrée dans la société marocaine et qui a vu se multiplier les donateurs. Nous avons autant eu des donateurs institutionnels que des donateurs du secteur privé, que des acteurs associatifs qui se sont très vite impliqués. Mais ce qui était extraordinaire et notoire, je crois que ça a été salué à l'échelle mondiale, je dirais, bien sûr, ce n'est pas une chose, disons-le, singulièrement marocaine ou authentiquement marocaine, comme on a souvent tendance à le dire, mais c'est quand même une source de fierté de voir des citoyens concernés, des jeunes tout particulièrement, des étudiants qui ont usé de leur savoir et qui ont été chercher des solutions ad hoc pour certains problèmes, des gens de quartier, comme à l'instar de ce qui se passait dans nos quartiers traditionnellement. Donc il y a eu beaucoup de belles initiatives qui s'étaient manifestées et qui, bien sûr, faut-il bien sûr les documenter, et cet échange comme ça, de manière spontanée, le fait d'évoquer ça, ça pourrait effectivement amener à ce qu'on documente mieux pour mieux analyser ces choses-là. Alors, bien sûr, la solidarité, non seulement a été nationale, mais il a fallu qu'elle soit aussi, quelque part, on va dire continentale, avec d'autres pays. Le Maroc a été un des pays qui avait eu un geste de solidarité à l'échelle du continent africain, ce qui rentre bien sûr dans une politique déclarée depuis longtemps, mais au-delà de ça, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau, et ça rejoignit bien un problème qui avait une grande ampleur et qui a interpellé tout le monde, de plus jeunes, même au sein des familles, il y avait certaines formes de solidarité. J'aimerais bien évoquer une certaine solidarité qui concernerait d'autres franges de la société, au-delà des démunis, des pauvres, des régions isolées. Il y avait aussi dans certains immeubles, dans certaines habitations, des formes de solidarité qui s'étaient exprimées de manière très spontanée et qui étaient d'une grande efficacité, ne serait-ce que la circulation de l'information, la correction aussi ou la précision de la désinformation. Donc voilà, plus les nouveaux moyens de technologie, je crois que le WhatsApp et d'autres moyens ont joué un grand rôle justement comme de nouveaux canaux d'une solidarité qui est aussi virtuelle. Alors on était bien sûr dans le réel, mais on était aussi dans le virtuel. Recevoir une information qui a une dimension prophylactique, comment se protéger, comment être solidaire avec son voisin, comment respecter les règles et les normes, qu'est-ce que le couvre-feu, ne serait-ce que ça, demande une solidarité. Parce que la solidarité peut se baser sur justement un partage ou un don de quelque chose de matériel, mais aussi celui immatériel est des fois beaucoup plus important parce qu'il est de l'ordre justement d'une réponse qui n'est pas forcément réfléchie et qui n'est pas forcément monnayable. Donc elle a une dimension symbolique et des fois une dimension pédagogique très importante. En fait, Madame Chekhaoui, en vous écoutant et en tenant compte de ces 2 dernières années où il y a eu effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, une forte mobilisation, une grande solidarité. Et comme vous l'avez également souligné, elle ne date pas d'hier. Mais il y a une question qui se pose toutefois. Est-ce que cette mobilisation n'a pas, ou cette motivation dans le cadre de cette solidarité, notamment de la part des donateurs, est-ce qu'elle n'a pas été conjoncturelle? Et il y a une question qui se posera, que j'aimerais vous poser aussi. Qu'est-ce qui motive réellement les donateurs au Maroc? Écoutez, la question de la solidarité, notamment celle dite innovante, mérite une petite précision pour que les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, puissent comprendre. Alors généralement, nous comprenons souvent la solidarité beaucoup plus dans sa dimension morale.
Mais la solidarité va au-delà de cette dimension morale. Elle peut y être, elle est inclusive, cette dimension, mais elle n'est pas la seule. La solidarité fait appel à des intérêts croisés. Et c'est des fois un peu lourd à l'oreille et à l'entendement parce que pour nous, Marocains, nous nous sommes beaucoup plus habitués à la connotation de la solidarité dans l'entendement de la bienfaisance ou dans sa dimension, on va dire, éthique ou religieuse. Mais la solidarité a toujours été suscitée, entre autres, et peut-être même profondément par des intérêts. Alors ces intérêts peuvent effectivement être matériels comme ils peuvent être aussi immatériels. Et c'est pour ça que, par exemple, la solidarité peut se baser sur un don qui justement fait appel à un intérêt ikeningue, ça veut dire qu'en contrepartie, je vais recevoir une reconnaissance sociale ou en contrepartie, je vais avoir une diminution des impôts, comme ça a été le cas avec le fonds qui a été mis en place pour les grands donateurs. Mais des fois, c'est beaucoup plus une solidarité qui est basée sur des valeurs communes. Donc ces valeurs communes sont très importantes pour un donateur comme pour celui qui reçoit le don. Et c'est pour ça que la solidarité ne cesse d'être traversée par des changements, ce qui a été toujours le cas, je dirais très profonds, qui en tout cas prennent contenu à travers les changements qui traversent notre société marocaine. Les Marocains et les Marocaines ne sont plus ces membres du collectif ou ces membres du groupe ou ces membres de la famille. Je crois que les jeunes sont en train, et même les moins jeunes et les adultes, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une génération qui se projette beaucoup plus comme citoyens et citoyennes. Et donc, si vous voulez, le référentiel de la bienfaisance, il n'est pas absent, mais il est quand même un petit peu objet des fois d'élan critique, non seulement parce que on prend conscience qu'il y a des prérogatives et des responsabilités des uns et des autres, non seulement de l'État et de ses institutions, parce qu'on n'est plus dans l'État-providence depuis longtemps, mais aussi par les responsables, les acteurs économiques, par exemple. Les citoyens et citoyennes les interpellent par rapport à leur responsabilité sociale, qu'elle soit intra-entreprise ou extra-entreprise, en tant qu'institution qui a sa place dans une économie donnée, à l'échelle globale d'une société donnée. Donc, si vous voulez, cette citoyenneté qui devient de plus en plus active, eh bien, elle fait appel à une solidarité qui est beaucoup plus perçue comme un appel à une inclusion active dans un processus de démocratisation, mais aussi je dirais, de discours et même de négociation de ce qui me revient par acte solidaire. Ce n'est plus uniquement un devoir moral du donateur, c'est aussi une participation citoyenne, et encore depuis 2011, qui est constitutionnalisée. Donc cette gouvernance participative, inclusive, démocratique, on va être amené, et ça c'est prospectif, mais on peut le dire de prime abord déjà maintenant, ce qui nous aiderait un petit peu à voir autant les réalités que les changements, elle va être d'un autre ordre. Elle va être d'un ordre où la solidarité fait partie d'un système. Et si elle fait partie d'un système, il va falloir l'institutionnaliser, bien sûr, et l'asseoir par rapport à un référentiel idéal qui n'est pas forcément uniquement religieux. Et je n'oublierai pas une petite parenthèse, et je terminerai sur cette question, si vous le permettez, c'est qu'il ne faut pas oublier que la question de la solidarité de bienfaisance a connu un processus d'instrumentalisation politique et politicienne, je dirais, juste avant cette pandémie du Covid. Si nous prenons par exemple la décennie entre 2011 et 2020, nous étions déjà dans on ne va pas dire un débat d'opinion publique,
mais si vous parcourez la presse ou si vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de la société, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu la remise en cause de la solidarité de bienfaisants sous couvert d'une instrumentalisation politique de couleur partisane, etc., et qui est conjoncturelle à des périodes législatives ou en tout cas politiques données. Mais il y a eu aussi, avec les grandes crises qu'a connues le monde, mais aussi le Maroc a été très concerné et même très frappé, depuis celle de 2009, à des mouvements aussi sociaux, parce que les mouvements sociaux, ce sont aussi des leviers comment dirais-je, qui crée des dynamiques pour un appel à notre pacte social. Et là, quand il y a pacte social et nécessité de consolider la cohésion sociale, on repart le référentiel solidarité. Il peut être utilisé, mais c'est pour ça que votre première question, je la trouve très pertinente, parce que nous devons être attentifs et attentives à ce qui va suivre. Qu'est-ce qui a été mis en place pendant cette conjoncture pandémique et qui va être structuré? Et comment il va être structuré? Et à ce moment-là, pour les décideurs et les faiseurs de l'action politique, entre autres les acteurs économiques et politiques, ils doivent être, et cette campagne elle est très intéressante, parce qu'il va falloir être attentif à une lecture sociologique, comment cette solidarité s'est manifestée, quelles étaient les motivations des donateurs, mais n'oublions pas ceux qui ont profité des dons, comment ils se sont positionnés, quelle a été leur posture, comment ils se sont impliqués. Et ça, il y a des leçons, mais il y a aussi, moi je dirais, une opportunité d'or, justement. C'est pour ça que j'ai accepté de venir, entre autres avec toute modestie, pour profiter de ce débat et puis faire profiter les autres, ne serait-ce qu'en se levant des questions. Nous devons avoir, si vous voulez, ce regard un peu holistique, mais ce regard avec une loupe et dire, ah voilà, donc ces formes de solidarité, parce que je vais vous dire un exemple. Pour les grands, disons les grands donateurs ou les donateurs économiques, c'est quels sont les Marocains et les Marocaines qui sont au courant du traitement fiscal qui en a été fait? C'est une grande question à laquelle il va falloir répondre. D'accord? C'est ça la diffusion de l'information, mais aussi c'est ça comment créer une solidarité innovante. Parce que je ne suis pas spécialiste, mais je suis socio-anthropologue qui se pose la question. Si nous calculons les gains, hein, pas forcément uniquement en reconnaissance, les gains aussi pécuniaires, financiers, est-ce que nous ne pouvons pas les traduire autrement dans quelque chose de plus structurel, notamment au profit des jeunes, au profit de ceux qui... Je crois qu'une réponse politique, en tout cas, faut-il le dire, par une initiative royale, mais aussi qui est en train de mobiliser le gouvernement, c'est la couverture médicale et sociale. Ça, je crois que c'est un indicateur de taille pour répondre à la motivation des donateurs. L'État est un donateur, bien sûr, dans le sens où il répartit des budgets sur des politiques publiques, où il régule, où il donne la légitimité à des décisions politiques. Eh bien, parmi les décisions politiques qu'il fallait prendre bien avant cette pandémie, c'est de généraliser la couverture médicale et de travailler le social beaucoup plus en termes de politique publique, à budgétisation claire et à moyen et long terme. Alors, Madame Chikhaoui, moi j'aimerais juste rapidement revenir avec vous sur une question que vous avez soulevée il y a un instant, sur la responsabilité des donateurs. Et j'aimerais juste savoir avec vous comment, à votre avis, conçoivent les Marocains leur responsabilité en tant que donateurs, et sachant que nous savons tous que beaucoup de Marocains donnent à titre individuel et d'autres le font à titre collectif. Comment, à votre avis, les Marocains conçoivent leurs responsabilités à ce titre? Écoutez, moi, je vous donnerai une réponse qui répondrait autant à ce qui existe et qui a existé et qui, à mon sens, continuerait d'exister. Nous sommes dans une société, d'accord, qui est constitutionnellement basée sur les droits humains. Et parmi les droits humains, c'est les libertés, qu'elles soient publiques ou personnelles. Donc, nous devons respecter les libertés personnelles. Donc, nous devons, bien sûr,
saluer les dons individuels. D'accord, ça peut toujours continuer sous une forme ou sous une autre. Ça peut être, nous avons déjà des dons, en tout cas, qui sont établis, à savoir la zakat, par exemple. Nous avons le don qui sont basés sur des traditions, on va dire sur des pratiques traditionnelles qui sont ancrées à des tissus culturels dans certaines zones marocaines, mais qui malheureusement se sont démantelés. Et faut-il maintenant les revisiter? C'est très important parce qu'ils ont des fois une dimension environnementale, sociale, etc. Et ça, je crois, c'est tout un travail sur ce patrimoine relatif justement en forme de solidarité qu'il va falloir documenter, duquel il va falloir aussi s'inspirer pour consolider ces pratiques parce qu'elles sont très efficientes et elles sont très efficaces. Elles ont été, on va dire, bon, un peu naturellement, pour ne pas dire accidentellement, un peu marginalisées parce que nous sommes quand même dans une économie libérale, nous sommes dans un système capitaliste qui est macro, donc le micro, on l'a beaucoup oublié. Et donc, il y a des pratiques au niveau micro qu'il va falloir ressusciter, qu'il va falloir, bien sûr, étudier tout d'abord et ressusciter. Ça d'une part. D'autre part, par rapport à la responsabilité des donateurs, au-delà des libertés personnelles et de ces pratiques-là, je crois qu'au Maroc, nous avons, et ça, bon, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais quand même un mot, je crois que nous avons eu quelques expériences d'entreprises responsables, socialement responsables. Il n'y a pas beaucoup de visibilité de ce fait-là. Est-ce qu'il est probant? Est-ce qu'il a été efficace? Est-ce qu'il a été réellement très proche de sa philosophie réelle, à savoir la responsabilité, autant en tout cas par rapport à un personnel, à des ouvriers, mais aussi par rapport à une participation solidaire inclusive qui va au-delà? Parce qu'au-delà des droits, en tout cas, qui doivent être respectés, on peut être solidaire, justement, par mille façons, par l'innovation, justement, ou par l'écoute de l'innovation sociale telle qu'elle se manifeste, etc. Et maintenant, par rapport toujours à la responsabilité, une grande question se poserait. Et moi, j'ai confronté cette question-là quand j'avais eu à travailler un petit peu sur les dites personnes âgées. Il y avait des pratiques de solidarité, de bienfaisance qui n'étaient pas forcément adéquates. Dans le sens où c'est une population qu'il faut connaître, qui n'a pas les mêmes besoins qu'avant, qui n'est pas dans les mêmes situations sociales qu'auparavant, qui n'a même pas le même profil de personnalité que les personnes d'il y a longtemps, parce que nous sommes une société, qu'on le veuille ou non, qui s'individualise. Nous sommes dans une société qui a énormément changé sur beaucoup de plans, entre autres sur celui démographique. Et donc là, je crois qu'il faut qu'il y ait des instances qui encadrent, qui accompagnent certaines formes de solidarité pour justement pas s'immiscer ou délégitimer, mais pour mieux orienter, pour un résultat, une garantie de résultat de pertinence, de pérennité, de durabilité et de ciblage aussi des actions solidaires. Je crois, bon, le tissu associatif le fait à sa manière, mais je pense que des initiatives, je crois qu'en Europe, ça se fait déjà, au niveau étatique et même au niveau de l'Union européenne, on a mis beaucoup de place, des instances de réflexion pour accompagner la solidarité et l'innovation sociale de manière générale, parce que tout simplement, et je terminerai peut-être par ça pour ne pas être très longue, parce que tout simplement l'économie change. Nous ne sommes plus dans l'économie de marché, qui souffrent et qui risquent de souffrir encore plus, avec autant la question du vieillissement des sociétés occidentales, donc un problème démographique de taille, avec les grandes questions de l'environnement qui a connu un virage irréversible, et avec d'autres problèmes aussi d'ordre économique. Donc certaines formes d'économie aussi pourraient engager d'autres responsabilités autant civique que solidaire de la part des donateurs. Alors, vous avez parlé un instant de la nécessité aussi d'institutionnaliser
le don de manière générale, en gardant bien sûr la liberté pour chacun de le faire à titre individuel ou pas. J'aimerais juste savoir avec vous, quelle différence vous faites entre, en termes d'efficacité bien sûr, entre le don informel et le don formel? Il n'y a pas de don informel. Il n'y a pas de don informel. Il est très difficile. Vous savez, nous avons un grand anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss qui a complètement théorisé la question. Il n'y a de don qu'avec un contre-don. Donc, quelqu'un qui fait un don en souhaitant aller au paradis, d'accord, c'est intentionnel quelque part, n'est-ce pas? Et ce n'est pas intentionnel dans le moment. C'est le comportemental de cet individu qui est citoyen ou citoyenne. Parce qu'on ne peut pas isoler la question de faire don. On ne peut pas l'isoler de l'être en tant qu'acteur social, en tant qu'être social. Donc, c'est quand même très important à rappeler. Ce n'est pas pour minimiser la question de la solidarité, c'est pour justement lui donner ses contenus et pour justement essayer de l'accompagner par rapport à un moyen et long terme. Alors, tout d'abord, les dons, il faut tout d'abord qu'il y ait des politiques publiques dans un pays, d'accord, comme le nôtre, qui veillent sur deux paramètres qui sont articulés, foncièrement articulés, à savoir la justice sociale, d'accord, qui est au service de la cohésion sociale et de la stabilité donc économique et sociale de façon générale. Je crois qu'il n'y a de don ou de responsabilité ou de solidarité en dehors d'un travail institutionnel qui veille sur la question de la réduction des inégalités sociales. C'est fondamental. Sans ça, vous pouvez mettre en place toutes les formes de solidarité, toutes les responsabilités. Ça dépasse parce que c'est structurel et ça peut justement, comment dirais-je, amenuiser tous les efforts de solidarité. Une solidarité doit être un baromètre de bonne santé d'une économie, mais aussi elle doit être un baromètre d'une bonne démocratisation qui s'ancre dans la société et qui, bien sûr, ne laisse pas place aux vulnérabilités. Les filets sociaux, c'est terminé. Je crois que n'importe quel pays actuellement, à mon sens, qui réfléchit encore en termes de filets sociaux, il se trompe. Parce que les résiliences des populations pauvres et démunies ne sont plus les mêmes. Il y avait des résiliences de fatalisme, il y avait des résiliences de patience, de Ayoub. Maintenant, il y a des résiliences qui sont beaucoup plus activistes. Nous sommes résilients, mais nous revendiquons. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit quand même vigilant par rapport aussi aux mouvements sociaux qui ne cesseront pas. Et avec tout le savoir numérique et tout, je crois que c'est un discours que toutes les personnes qui nous écoutent le savent avant que je ne le dise. Toute personne, telle qu'elle soit, elle sait bien que l'information est accessible et que, voilà, on peut s'organiser. Oui, la solidarité, c'est bien, mais quel type de solidarité? Et surtout, quelle perception de celui qui reçoit le don ou celui qui est donc à inclure plutôt qu'à être dans une posture de quelqu'un qui reçoit. Alors, dans le cadre de cette vigilance, j'aimerais juste vous poser une dernière question concernant cette responsabilité des donateurs. Et s'il y avait une recommandation, si vous pouviez recommander aux donateurs, dans le cadre de cette responsabilité, de le faire de manière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de manière structurée et institutionnalisée, quelle serait votre principale recommandation? Ma principale recommandation serait une communication, pas de marketing, une communication responsable. Ça veut dire quoi une communication responsable? Ça veut dire une communication intelligente, une communication qui ne perçoit plus le citoyen et la citoyenne comme un consommateur simpliste. Voilà, il suffit qu'il ait le ventre rempli pour qu'il soit bien. Il faut vraiment se désillusionner de ce profil du citoyen et de la citoyenne. Il faut avoir une communication responsable. Donc, déjà par rapport à la perception stéréotypée du citoyen et de la citoyenne. Deuxièmement, la communication,
c'est un interlocuteur, d'accord, un canal et un émetteur. L'interlocuteur doit être au même niveau que l'émetteur. Ça veut dire quoi, être au même niveau de l'émetteur? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la négociation sociale, d'accord, au-delà du taux d'analphabétisme, au-delà de tout ce que vous pouvez dire sur le Maroc. Parce que nous sommes dans une société en mutation. Je dis bien en mutation. Malgré toutes les résistances, malgré tous les retards, parce que nous sommes dans un mouvement qui va au-delà de nos frontières. Donc ça, c'est la deuxième ou troisième, même par recommandation, c'est un point de vue. C'est s'ouvrir, c'est partir du capital social et capital humain en tant que potentiel, d'accord, et en tant qu'acteur. Donc l'innovation sociale, il faut l'accompagner, il faut l'innerver, et il faut aussi en faire quelque chose qui ne s'arrête pas au local. C'est bien, de par l'efficacité d'une action, de la prendre. Nous sommes aussi vers une régionalisation avancée, ça peut être très intéressant comme une démarche de travail, mais tout citoyen appartient à un pays. Donc, la reconnaissance sociale, les donateurs doivent avoir de la reconnaissance sociale pour tout le monde. Vous savez, celui qui balaye votre rue doit avoir une reconnaissance sociale parce que vous arrivez à marcher dans une rue propre, parce que votre regard s'épanouit quand vous sortez de chez vous. Donc la reconnaissance sociale est parmi comment dirais-je, les énergies positives les plus intéressantes et la plus simple à faire. Donc je crois que ces deux niveaux, à mon sens, bien sûr, viendraient toutes les initiatives déjà en place, de l'entrepreneuriat social, des chantiers pour les jeunes, qui sont là. Je crois que ce sont de très belles initiatives et qui donnent des fruits et qui sont intéressantes. Mais l'innovation sociale est une innovation qui émane du bas. Elle ne vient pas de manière verticale. Si elle viendrait de manière verticale, elle serait stérile. On n'aurait pas avancé. Donc la solidarité, c'est de reconnaître l'horizontalité de l'action sociale, l'horizontalité de la communication aussi, d'accord? Et je crois que ce sont des démarches, en tout cas de la part d'une enseignante, qui sont beaucoup plus pédagogiques, mais je crois beaucoup en ça, d'après un peu ma petite observation de ce qui se fait dans ce domaine. Voilà. Madame Chekhaoui, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, vous êtes aussi enseignante à l'INSAP Maroc. Je rappelle aussi que vous étiez avec nous pour parler de la motivation des donateurs. Cher public, moi je tiens aussi à vous remercier d'avoir bien voulu suivre avec nous cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres organisées dans le cadre du programme pour une solidarité innovante au Maroc, organisé en étroite collaboration par la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Sandel. Et je vous dis à très bientôt. Merci.